Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire cette semaine, à Victoriaville, retour sur la visite du ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé. À Saint-Raymond, un service d'oncologie ouvre ses portes. À Pincourt, les élèves de l'école secondaire posent leurs questions au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault. À Gaspé, on se penche sur le programme d'aide et de mise en valeur des forêts privées. À Trois-Pistoles, Sébastien Rioux prend parole en tant que victime de cyberharcèlement. À Berthierville, la Maison des jeunes souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. À Notre-Dame-des-Neiges, le motel agricole fait porte ouverte le 3 juin prochain pour les entrepreneurs agricoles. À Montmagny, on parle jardinage avec les serres du canton. Bonne émission! Le Bulletin des régions est rendu possible grâce à la participation de 20 télécommunautaires autonomes associés à Cogeco. Vous verrez donc dans la prochaine heure des reportages de partout au Québec. Bonne émission! Le 4 mai dernier, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a tenu une conférence à l'hôpital L'Hôtel-Dieu d'Arthabasca et Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable en parle avec Patricia Maillot, présidente du syndicat des professionnels en soins de la Mauricie et du Centre du Québec. Nous sommes de retour à l'hôpital Hôtel-Dieu de Arthabasca pour faire un suivi sur les enjeux de la santé dans la région de l'Érable. Après la visite du ministre de la Santé du Québec à cet hôpital le 4 mai 2023 pour présenter les avantages du projet de loi gouvernemental CANS, nous voulons connaître l'opinion des infirmières du Centre du Québec. Qu'est-ce que c'est le syndicat des professionnels en soins de la Mauricie et du Centre du Québec? Oui, le syndicat des professionnels en soins de la Mauricie, Centre du Québec, représente les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes. Quand on parle du regroupement infirmière, on parle des infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, les super infirmières. On parle également des infirmières qui sont conseillères en soins. On parle également des infirmières qui sont assistantes sur les centres d'activité. Donc, ça regroupe plusieurs types d'emplois infirmières. On représente 5700 membres en Mauricie, Centre du Québec. Et c'est une très grande région, le CIUS, Centre du Québec, qui est le syndicat également, puisque la région s'étend sur 42 500 km². Donc, c'est aussi grand le territoire que la Suisse. Et est-ce que la MRC de l'Érable fait partie de votre territoire? Oui, exactement. La MRC de l'Érable, Arthabasca de l'Érable, donc Princeville, Plessisville, fait partie de l'Érable et c'est nous qui représentons les membres qui font partie de notre syndicat. Quelle est votre opinion sur les lois 15 du gouvernement de Québec? Notre inquiétude par rapport à la loi 15, c'est qu'il va y avoir seulement un employeur. Imaginez, les décisions vont être prises peut-être par des directeurs qui seront de Montréal pour une région qu'ils ne connaissent pas. Ce projet de loi-là du gouvernement, en fait, il était fait pour améliorer les soins, la qualité des soins pour les Québécois et les Québécoises. Mais on se dit comment, quand on vient centraliser comme ça, une entreprise qui est le réseau de la santé, on va pouvoir être proche des gens, de connaître les solutions qui vont s'appliquer à eux. Et notre inquiétude, c'est que les centres urbains viennent travailler dans les régions. Donc, Montréal, on sait que c'est déjà problématique. Est-ce que les gens quitteront Montréal pour venir travailler en région? Madame Patricia, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une visite ici à l'hôpital et a parlé sur le sujet. On a préparé quelques morceaux de cette conférence de presse pour savoir quelle est votre opinion sur ça. Dans le cadre du projet de loi 15, le projet qu'on va travailler dans les prochaines semaines sur l'efficacité du réseau, on parle beaucoup des régions. Puis, je suis venu aussi rencontrer les différents représentants des élus municipaux parce que c'est la meilleure façon
d'avoir le pouls du terrain, hein, parce qu'on dit toujours qu'on peut on peut sentir en parlant au PDG qu'est-ce qui se passe dans la région, sont où les enjeux, puis etc. Puis il y en a des enjeux importants dans notre réseau de la santé. Qu'est-ce que vous pensez sur ça qu'a dit le ministre de la Santé? Bien, en fait, sur l'extrait que je viens d'écouter, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas assisté on n'a pas pu assister, on n'a pas été invité à la conférence de presse non plus. Donc, qui viennent dans les régions prendre le pouls des maires, prendre le pouls des députés, de la PDG, voir quelles sont les problématiques ici en région, c'est très bien. Mais pourquoi ne pas avoir convoqué les représentants syndicaux qui connaissent, elles aussi, les problématiques et surtout ne pas avoir convié les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui sont au cœur des soins jour après jour et qui les voient les problématiques et qui auraient pu, en fait, dire au ministre Dubé quelles sont leurs appréhensions, quelles seraient peut-être leurs solutions ou quelles seraient également leurs propositions par rapport au projet de loi 15 ou d'entendre ce qu'elles ont à dire sur le projet de loi 15. Donc, qu'on vienne voir des élus municipaux, c'est bien, mais c'est les professionnels en soins qui restent au cœur des soins puis qui ont souvent les solutions et les informations qui auraient pu être descendues à M. Dubé. Il y a des infirmières en deuil, je ne sais pas si vous les avez vues. Oui. Un brassard en arrière. Elles se disent pourquoi on n'a pas été avisé, par exemple, de la visite de M. le ministre aujourd'hui. On se sent un peu exclu. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, non, il n'y a pas personne d'exclu. Puis je les salue. D'ailleurs, en rentrant tout à l'heure, je l'ai invité. J'ai dit, est-ce que vous voulez venir visiter avec moi? Non, je pense que il est tout à fait normal. Puis je le dis. Puis si je peux encore les saluer après la visite, deux choses que j'aimerais dire. Notre personnel a vécu des moments très difficiles durant la pandémie. Puis ça, je pense que, en tout cas, j'ai été aux premières scènes, mais ceux qui étaient vraiment sur le terrain, qui étaient dans les hôpitaux, qui ont vécu la COVID, c'est ces gens-là. Beaucoup de respect pour ces gens-là. Deuxièmement, on est en négociation. Puis ça, c'est un principe que je veux respecter. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en autant qu'on le fasse dans le respect. Alors, si les gens veulent manifester, exprimer qu'ils sont en désaccord sur certaines choses, c'est leur plein droit. Moi, on parlait de Kings Falls, j'ai travaillé avec des syndicats pendant de nombreuses années. C'est quelque chose que je respecte quand j'étais chez Cascade. Je ne changerai pas d'attitude parce que je suis rendu à la santé. Puis je veux leur donner ce message-là. J'ai beaucoup de respect. Maintenant, on vit des situations très difficiles en ce moment, très difficiles. Puis j'ai beaucoup de respect pour la PDG qui essaye de trouver des solutions. Mais quand on essaye de trouver des solutions, il faut se parler, puis il faut regarder comment on peut faire ça. Alors, moi, je suis content parce que, d'ailleurs, leur présence aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont agressifs, là, c'est des gens qui disent on veut faire notre opinion. Puis je pense que jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des discussions. C'est pas parfait, je sais que c'est pas facile, mais j'ai dit on essaye de trouver des solutions parce qu'une chose qu'on veut faire, c'est baisser le TSO. Alors, je dirais que le grand objectif que la PDG veut faire avec son équipe, c'est de baisser Les solutions sont-elles parfaites? Non. Mais merci d'être là et merci de le faire dans ce climat constructif-là. Alors, si on fait ça, on va finir par ça. Pourquoi vous pensez que les infirmières ne sont pas convoquées à cette conférence de presse? Et comme deuxième sujet, pourquoi vous disiez c'est fâchant qu'elle dise ça? C'est fâchant qu'ils disent ça parce que c'est 3 infirmières qui ont été avisées à la toute dernière minute, qui l'ont vu rentrer par la porte d'en arrière et qui se sont joints à la conférence de presse et qui ont pu, je dois le dire, avoir un moment privilégié avec Christian Dubé à la fin. Ce sont des infirmières qui ne font pas partie du syndicat. Ce sont des infirmières qui voulaient dire qu'ici, en Mauricie, avec les fusions, la détresse qu'elles vivaient, aucune infirmière n'était conviée à cette rencontre-là. Aucune inhalo, aucune infirmière auxiliaire non plus. Tu sais, il aurait pu annoncer sa visite. Il ne l'a pas annoncé. Moi, c'est les journalistes, en fait, qui m'ont appelé vers midi. Et il est arrivé dans l'après-midi par la porte de l'en arrière. Donc, quand j'entends ça, je suis pas d'accord avec lui parce que s'il aurait voulu vraiment rencontrer les professionnels en soins, il aurait annoncé sa visite. Bien, il y en a des solutions. Ils ne sont pas toujours faciles. Puis il faut penser, comme on dit
en dehors de la boîte. C'est pour ça que ce que la PDG est en train de mettre en place ici, c'est de dire, est-ce qu'à l'intérieur de la convention collective, on peut trouver des solutions? Ça n'a pas été fait ailleurs, puis c'est là que je salue les initiatives qui sont prises ici, de dire, est-ce qu'on peut faire ça autrement en discutant? Moi, je vais vous dire, ici, là, ce qu'ils ont réussi à faire, surtout avec un climat de collaboration, je pense qu'ils s'en vont en bonne place. On va essayer d'imposer le moins de choses, mais de le faire par négociation. Vous pensez qu'il y a une collaboration entre les ministères? Non. Il n'y a eu aucune collaboration entre les décisions, parce que c'est vrai ce qu'il dit, M. le ministre. Oui, les fusions, c'est prévu dans une convention. Mais pourquoi, en temps de pénurie, en temps de manque de main-d'œuvre comme ça, on prend le pire chose qui existe dans une convention collective pour l'imposer sans jamais demander, avant d'imposer ces choses-là, quelles sont vos solutions? Nous avons entendu la position des infirmières de l'érable et du Centre du Québec par rapport à ces inquiétudes sur le projet de loi 15. Quelques semaines après la visite du ministre de la Santé, Christian Dubé, à cette même installation de l'hôpital Hôtel-Dieu de Arthabasca. Pour la TVC, Silvana Suarez. Un nouveau service d'oncologie a ouvert ses portes à l'hôpital régional de Portneuf. Plus personnalisé, ce service de proximité évitera de nombreux déplacements aux patients de la région atteints d'un cancer. Un reportage de Danique Julien. L'hôpital régional de Saint-Raymond-de-Portneuf a désormais un service d'oncologie offert aux citoyens combattant le cancer. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Il s'agit de la première étape du plan du CIUS de la capitale nationale visant à augmenter le nombre de services en santé dans la région de Portneuf. Au dire des intervenants ayant pris la parole ce lundi matin, ce service va permettre à ceux qui vivent des traitements contre le cancer d'avoir un service plus personnalisé en plus de les aider à éviter le long temps de déplacement qui sépare Portneuf à Québec. Voici d'ailleurs la docteure Guylaine Lauzon à ce propos. Les services à Québec sont excellents. C'est vraiment de la fine pointe. C'est gros, c'est intimidant par contre pour le patient. Des services de proximité d'abord pour le transport, c'est des patients vulnérables, c'est des gens fragilisés. Fait que déjà d'avoir moins de transport à faire, c'est plus simple pour la famille aussi. Puis les traitements de proximité, c'est moins intimidant quand ils ont une petite équipe, on finit par les connaître. Donc, les patients sont plus à l'aise de poser leurs questions. Les familles sont plus à l'aise aussi de poser leurs questions. C'est des services pas de meilleure qualité, pas plus humains, parce qu'à Québec aussi, c'est humain, mais c'est vraiment plus personnalisé, je dirais. Afin que les patients puissent profiter d'un service exemplaire, beaucoup de membres du personnel doivent travailler dans le département d'oncologie. Guy Thibodeau, le PDG du CIUS de la capitale nationale, nous explique la composition des équipes. Ils ont accès à une équipe qu'on a mise en place qui comprend des pharmaciens. De façon plus spécifique, le noyau, c'est 2 pharmaciens, 3 infirmières, 3 médecins de famille. On a une infirmière pivot spécialisée en oncologie. Et évidemment, il y a plein de ressources qui gravitent autour de ces personnes-là, d'autres personnels à la pharmacie, des travailleurs sociaux, des agents administratifs qui vont s'assurer de compléter l'équipe. Donc, je le dis, il y a déjà 17 patients qui peuvent bénéficier de ce service-là et on estime là, que c'est environ 3000 traitements de chimiothérapie qu'on va pouvoir offrir annuellement. Cette annonce plaît d'ailleurs aux dirigeants de Portneuf qui se réjouissent de voir l'augmentation de l'offre de services en santé dans la région. Voici maintenant Bernard Gaudreau, le préfet de la MRC, ainsi que Vincent Caron, le député de Portneuf. M. Julien, c'est une excellente nouvelle qui nous a été annoncée ce matin par M. Thibodeau, président directeur général du CIUS, en compagnie de M. Caron. Vous savez, le service d'oncologie, évidemment, existait déjà et puis a quand même, évidemment, beaucoup d'usagers à la région de la capitale nationale. De l'avoir, évidemment, à Saint-Raymond, à l'hôpital régional, ça bonifie, ça continue, en fait, l'implication du CIUS à établir des services de proximité. Alors, on salue cette superbe annonce ce matin et qui va permettre aux Portneuvoises et Portneuvois de pouvoir poursuivre et débuter des traitements de chimiothérapie, d'immunothérapie, ici même à l'hôpital régional de Saint-Raymond.
Et M. Caron, vous, en tant que député de Portneuf, est-ce que vous êtes satisfait là, de ce qui est fait par le CIUS pour augmenter l'offre de services dans la région? Bien, écoutez, on ne sera jamais pleinement satisfait parce qu'on a toujours besoin de plus de services. Ici, on a un équipement qui est régional. On veut optimiser encore ces services qui sont donnés parce que, on le sait, déjà d'être malade, c'est déplaisant. Donc, si on peut obtenir des traitements ici, dans Portneuf, c'est toujours très apprécié. Donc, on va continuer de se mobiliser, à la fois avec tous les maires. Je vois M. Duplain qui est juste à côté de nous, avec le préfet, avec l'ensemble de la communauté, pour démontrer aux CIUS de la capitale nationale à quel point on n'est pas très loin de Québec, mais vous savez, quand on a un diagnostic de cancer, plus on est en capacité d'obtenir des services proches de chez nous, plus on se sent en sécurité, plus on se sent bien encadré. Donc on va poursuivre le travail tous ensemble parce que tout ça, c'est un travail d'équipe avec le comité santé, avec la fondation. Il faut que la population reste mobilisée, mais en tout cas, nous, les élus, le sommes absolument. Lors de la visite des médias dans le département d'oncologie, Jean-Pierre Quentin, un citoyen qui bénéficie des traitements, s'est dit satisfait de ne plus avoir à parcourir de nombreux kilomètres pour ceux-ci. Le voici maintenant. C'est une belle bâtisse, des équipements neufs, du monde serviable aussi. Les soins sont très bons aussi. Je ne tiens pas à Québec pendant. Non. J'aime mieux ici, c'est plus pratique. Et les traitements sont bons. Afin de rendre ces services opérationnels, le CIUS de la capitale nationale a procédé au déménagement de la pharmacie de l'hôpital. On entend la pharmacienne Laurie Sylvain dès maintenant. Oui, effectivement, là, nous, la pharmacie était située initialement au sous-sol. Puis comme on devait ajouter on appelle ça comme une satellite d'oncologie, là, c'est là où toute la préparation des traitements se fait dans des conditions stériles, parce qu'on ne veut pas de micro-organismes qui contaminent les produits qu'on administre aux patients. Donc, tout a été déménagé au premier étage dans des tout nouveaux locaux. Il y a eu des ajouts récents aussi, là, comme une nouvelle emballeuse en sacheuse pour la médication. Donc, il y a plein de petites choses là, qui se sont greffées. Mais entre autres, là, surtout tout ce qui est le secteur stérile avec une salle de soutien, puis une hotte pour préparer dans des conditions, comme je le disais, là, stériles, tout ce qui est la médication d'oncologie. Chose certaine, la population confrontée au cancer dans Portneuf vivra les effets positifs de ce nouveau service. Lucie Côté, la responsable du relais pour la vie dans Portneuf, a d'ailleurs pris la parole pour parler au nom de ceux qui combattaient le cancer. Dans le fond, je suis ici pour parler au nom de la population touchée par le cancer. Je suis impliquée dans le relais pour la vie de Portneuf pour la 14e année cette année. C'est important de s'impliquer pour montrer aux gens, la population touchée par le cancer, par la maladie, que nous sommes là, qu'il y a des gens qui travaillent pour eux bénévolement à ramasser des sous pour faire évoluer la recherche. La Société canadienne du cancer, c'est le relais pour la vie, c'est pour la société, est sûrement très fière aussi d'ajouter des services pour la communauté de Portneuf. On représente les personnes touchées par la maladie et quand on vit ça, on a besoin d'une équipe soignante près de nous, avec nous. Ça fait toute la différence dans le cheminement qu'on vit avec la maladie, avec nos proches, avec qui est touché. Alors aujourd'hui, je veux dire un merci à tous les intervenants qui ont fait que l'aboutissement aujourd'hui d'annoncer un service dans Portneuf. Plus on offre de services, plus la population de Portneuf, la communauté de Portneuf va se sentir soutenue par des services, par des gens qui font du bénévolat pour eux, mais les services santé plus près d'eux, ça fait toute la différence. Il faut savoir que ce service est disponible pour la population, même si celle-ci est déjà en traitement. Les intervenants du CIUS souhaitent d'ailleurs que les patients de Portneuf choisissent l'hôpital régional de la région pour le service d'oncologie afin de valider son importance. C'était Danick Julien pour CJSR. Est-ce qu'on s'en va vers la fin du monde? C'est une des questions difficiles qu'ont posées les élèves du secondaire de l'école Le Chêne Bleu au ministre de l'Environnement Stephen Guilbeault lors de son passage à Pincourt. Un reportage de Chantal Bédard de C'est sur TV. Le 24 avril dernier, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, était de passage à l'école secondaire du Chêne Bleu à Pincourt afin de répondre aux questions des étudiants.
Alors, on a réussi à se démarquer au niveau des valeurs de l'environnement. C'est grâce au personnel dévoué et innovant en matière d'environnement qui ont piqué notre curiosité. Vraiment très honorée de pouvoir rendre concret pour nos élèves, pour le personnel, les avancées de cette année. C'est grâce à toute la publicité, tous les messages qui ont été faits par nos élèves pour le jardin, pour le pacte des écoles québécoises, pour le Lab 22 qui a fait en sorte qu'on a entendu parler de l'école du Chêne Bleu. Je pense qu'il y a une des questions, pourquoi aller en politique? Bien, moi, ça faisait donc 25 ans que j'étais dans le mouvement écologiste. J'ai été chez Greenpeace aussi pendant 10 ans. Mais après 25 ans de militantisme, je me disais que c'était peut-être le moment pour moi de passer à autre chose, d'essayer de continuer à travailler, à protéger l'environnement, mais en politique. Conduisez-vous une voiture électrique? Si oui, laquelle? Moi, j'ai pas d'auto. J'habite au centre-ville de Montréal, bien sûr, je siège à Ottawa, mais j'ai jamais eu d'auto. Selon vous, est-ce bientôt la fin du monde? C'est une bonne question, Steven. On peut parfois avoir l'impression en environnement que tout va mal, puis qu'effectivement, on se dirige vers la fin du monde. Évidemment, c'est pas le cas. Mais on peut pas non plus négliger qu'il y a des impacts importants, des changements climatiques, de la pollution plastique. Et le problème en environnement, c'est que détruire l'environnement, ça va très vite. Reconstruire, rebâtir, ça prend du temps. Mais Peter et moi, tout à l'heure, on était avec le maire de Vaudreuil et d'autres gens de la ville de Vaudreuil. La ville de Vaudreuil a planté 10 000 arbres cette année, au cours de la dernière année. Plus il y a de municipalités à travers le pays, à travers le monde, qui plantent comme ça des milliers, des millions, des milliards d'arbres, plus la planète va commencer à se réparer des dommages qu'on lui a causés. Est-ce que vous avez un conseil pour la jeunesse de la région du Chêne Bleu? Bien, lâchez pas. Impliquez-vous, faites pression sur nous, les politiciens, les décideurs, pour qu'on en fasse plus, qu'on aille plus vite. Puis moi, je suis confiant qu'on va y arriver en travaillant ensemble. Merci beaucoup. Merci. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec souhaite bonifier de 5 millions le programme d'aide et de mise en valeur des forêts privées. Marc Baird en parle avec Joliane Arbour. Bonjour. Joliane Arbour, chef du service de la forêt privée au sein du MRNF, donc ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous déjà de nous donner plus de détails sur ce programme-là, parce que dans le fond, on voudrait savoir en quoi consiste ce programme qui d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Je sais qu'il y a une bonification de 5 millions de dollars qui va contribuer à soutenir davantage les activités d'aménagement durable en forêt privée. Alors, est-ce qu'on peut commencer par expliquer c'est quoi et en quoi ça consiste? Bien sûr. Donc, le programme d'aide en mise en valeur des forêts privées, le PAM-VFP, c'est un programme du ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui est sous ma belle équipe qui est celle de la forêt privée. Donc, ça consiste principalement à offrir un soutien aux producteurs forestiers pour l'aménagement de leurs boisés. Donc, c'est une aide financière qui est versée pour certains travaux, des travaux qui sont détaillés dans un cahier de référence technique et une grille annuelle des taux d'investissement en forêt privée. Le programme a un objectif général d'optimiser la réalisation des travaux sylvicoles en forêt privée par un aménagement qui est durable. Spécifiquement, ça aide à augmenter la récolte de bois provenant des forêts privées pour approvisionner l'industrie forestière québécoise, accroître le rendement ligneux, la qualité des bois aussi en forêt privée, améliorer les connaissances en matière de foresterie, puis aussi de se concerter par rapport à la planification forestière.
Puis, maintenir l'engagement des producteurs forestiers qui sont enregistrés et aussi l'offrir à d'autres propriétaires forestiers pour qu'ils deviennent producteurs et s'enregistrent. Le budget, vous en parliez tout à l'heure, il y a eu une bonification qui a été annoncée par notre ministre de 5 millions pour 23-24. En 22-23, le budget du programme était de 28,9 millions. Pour l'année 23-24, avec la bonification, ça s'élève à 33,9 millions de dollars. Pour augmenter, cette bonification-là va venir augmenter directement la quantité de travaux sylvicoles qui vont pouvoir être faits. D'accord, donc ça veut dire que c'est 33,9 millions qui sont alloués au programme. Est-ce que c'est réparti dans les 17 agences, c'est ça? Et puis ces 17 agences-là vont après le répartir sur le territoire? Exactement. De la manière que ça fonctionne, la gestion en forêt privée, le ministère a délégué à 17 agences de mise en valeur des forêts privées au Québec, donc un peu partout au Québec, une gestion intégrée là, des ressources. Donc, le montant est réparti à travers le Québec. Puis ensuite, c'est les agences qui travaillent avec nous qui vont s'assurer là, de cette gestion intégrée-là à travers les régions. D'accord. Alors, on voulait savoir comment est-ce que la transformation accrue de bois là, qui est en provenance des forêts privées peut contribuer à faire plus de richesse dans la région et c'est ça en fait surtout comment est-ce que j'imagine que ces agences-là vont informer les gens qui possèdent ces forêts privées-là, puis après ça avec cette transformation comment est-ce que ça fonctionne pour que ça puisse créer comme ça une bonification, une richesse? Oui. Bien, dans le cadre du programme, il y a environ 30% des sommes qui servent à la réalisation de travaux sylvicoles commerciaux, donc des travaux qui visent la récolte de bois pour ensuite de ça être transformés par les usines, par les industries. Une fois que la récolte de ces bois matures-là sont faits, ça alimente les usines ça fait rouler d'une certaine manière l'économie là, du producteur à l'usine à d'autres. L'optique d'aménagement durable, c'est pour s'assurer aussi, via le programme, là, cette optique-là d'aménagement durable, c'est aussi pour s'assurer de la pérennité de la ressource forestière, puis aussi s'assurer que tous les bénéfices environnementaux qui peuvent être obtenus sont faits. Donc, puis en plus du programme, il faut savoir que les usines, il y a aussi une contribution. Donc, une contribution des titulaires de permis d'usine en transformation de bois. Donc, ça vient bonifier, encore une fois, les montants là qui sont gérés par les agences dans le but là vraiment que tout ça mis ensemble, ce soit un levier gouvernemental et un peu externe avec la contribution là, des usines pour créer des richesses en région, puis faire rouler l'économie, là, si on peut dire. En 2022, il y a un volume de 6 millions de mètres cubes de bois qui a été mis en marché, puis c'est du bois forêt privée. D'accord. On lisait qu'il y avait le terme de décarbonation qui était utilisé pour que ça contribuait dans le fond à la décarbonation de l'économie du Québec. Est-ce que déjà nous définir un peu c'est quoi ce terme-là et puis c'est quoi le lien avec justement le programme et les forêts privées? Oui, par l'aménagement des forêts, ça contribue à amener plus de bois disponible pour la société. En substituant des produits comme l'acier, le béton, le pétrole, qui ont une haute teneur en carbone, puis en les remplaçant par des matériaux de bois ou par de la biomasse forestière, ça aide à avoir un meilleur bilan du carbone. Donc, les arbres en tant que tels là, sont un moyen de décarboniser là, l'environnement. Concrètement, ce programme existe, les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément connaissance de ça, ou est-ce qu'ils vont être approchés par les agences, ou alors les gens qui nous écoutent qui ont un intérêt à dire tiens, je veux faire partie, est-ce on peut faire partie de ce programme, avec qui on peut parler, comment est-ce que ça fonctionne concrètement sur le terrain pour ceux qui sont propriétaires? Ouais.
Oui. Bien, sur le terrain, prime abord, pour les gens qui ont besoin de plus d'informations, pas hésiter à aller visiter le site québec.ca du ministère, du gouvernement. Il y a une page consacrée là, aux producteurs forestiers qui donne de l'information à ce sujet-là, comment ça fonctionne et tout ça. C'est pas directement les agences qui vont approcher chacun des propriétaires forestiers. C'est possible dans des événements où en région, souvent les gens se connaissent entre eux, mais c'est aussi les conseillers forestiers, les ingénieurs forestiers de l'endroit qui vont approcher les gens, par exemple, pour faire les travaux sur leur terre à bois. Puis c'est comme ça que ça va se faire. L'enregistrement se fait via des bureaux d'enregistrement. Ce qui est nécessaire à ça, c'est un plan d'aménagement forestier, un PAF comme on appelle, qui est fait par un ingénieur forestier. Donc, c'est par là que les gens là, peuvent obtenir là, l'information. D'accord. Alors, le premier pas, c'est le site québec.ca, il vient d'être fait, il est super beau, il donne toute l'information, puis au besoin, se tourner là, vers les agences, vers les conseillers forestiers de la région, vers les ingénieurs forestiers de la région. Il y a aussi la Fédération là, québécoise des producteurs forestiers qui peut aussi, a un super beau site Internet aussi, puis peut donner de l'information. Groupement forestier Québec, autres conseillers indépendants aussi. Victime de cyberharcèlement durant de nombreux mois, Sébastien Rioux témoigne des impacts négatifs qui continuent de le hanter, même à la suite de l'arrestation de son agresseur. Marc-André Pépin de TCBH est allé le rencontrer. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc-André. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour parler d'un sujet quand même assez d'actualité, puis assez important, la cyberintimidation, cyberharcèlement. Tu as passé il y a quelques semaines à Tout le monde en parle pour parler d'une situation que tu as vécue. J'aimerais ça que tu nous mettes en contexte. Dans le fond, j'ai été victime de harcèlement criminel virtuel. On parle de, grosso modo, 18 mois environ de messages, de centaines de messages. Tout ça a commencé à la fin 2019, décembre 2019, sur Twitter. Je dénonçais des propos qui étaient pro-culture du viol et que il fallait changer un peu les mentalités parce que c'est pas ce qui était accepté il y a quelques années que c'est encore acceptable aujourd'hui, là. Donc, mais il y a des gens qui défendaient justement qu'on n'avait plus le droit de rien faire. Et moi, j'ai commenté, puis à un moment donné, j'ai reçu d'un certain compte, Wappy Gilmore, j'ai reçu un GIF qui est tiré du film Taken qui dit « I will find you and I will kill you ». Et ce GIF-là est un peu comme tout le lien dans toute cette histoire-là, parce que je vais, au fil des mois, le recevoir des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est pas anodin, même si on peut penser que c'est juste un GIF d'un film. Je veux dire, la police... Moi, je suis allé porter plainte et la police a quand même reçu ma plainte. Twitter a fermé le compte de la personne. La personne a effacé le tweet environ 20 secondes après qu'elle l'ait fait, mais moi, j'ai eu le temps de prendre une capture d'écran. Tout de suite, quand j'ai vu qu'on m'avait envoyé ça, je veux dire, sur un cellulaire, c'est facile, on prend une petite capture d'écran, puis la personne elle-même l'a enlevé sans que j'aie le temps de rien dire. Donc, on s'en est rendu compte qu'elle avait peut-être dépassé les bornes. La police a pris ça, au sérieux la première fois. Sérieux puis pas, mais je veux dire, ils ont réussi à avoir un mandat, arrêter la personne. Je sais pas s'ils l'ont arrêté formellement, mais ils l'ont rencontré, ils l'ont interrogé. Et ils l'ont relâché parce que c'était aussi qu'un seul message. Donc, les menaces, je veux dire, sur Internet, il y en a souvent, là, malheureusement. Puis on est en train d'un petit peu, malheureusement, se faire une petite carapace à ça, puis il faudrait peut-être pas tant que ça. Et donc, la personne a été relâchée, et c'est là que ça a commencé pour vrai, parce que là, il a fait... tu m'as envoyé la police, il m'a envoyé des messages en me disant que t'as envoyé la police contre moi, ben tu vas l'avoir rough. Ça fait que c'est là qu'il a commencé à m'écrire
sur diverses plateformes. Ça s'est plus jamais passé sur Twitter après. Puis un des premiers messages que j'ai commencé à recevoir ailleurs, c'était le fameux gif de « I will find you and I will kill you ». Donc, il y avait un lien toujours. Il voulait me laisser savoir que c'était toujours lui qui était là. J'avais aucune idée c'était quoi son nom, ni où il habitait. Ça a été un des stress tout le long de ne pas savoir qui il était et où il habitait, parce que le nombre de fois que j'ai reçu en message des photos de moi où j'allais me faire tirer par arme à feu, que ce soit la fameuse photo avec une mire entre les deux yeux ou moi, enfant, en train de se faire shooter par une autre personne en dessous. Je veux dire, des fusils qui me tirent dessus. Tu ouvres le message, c'est quelqu'un qui pointe au fusil. Je veux dire, j'en ai eu souvent des crèves. Des photos comme ça de toi, il a été chercher ça... Sur mon Facebook. Sur ton compte Facebook. Oui, il est allé sur mon compte Facebook, sur le compte Instagram aussi. À un moment donné, il s'est mis à faire des faux comptes Instagram à mon nom et des faux comptes Gab, qui est gab.com, qui est un site qui est administré par l'extrême droite chrétienne américaine. Et je veux dire, tu te promènes là-dessus, puis tu as des croix gammées, puis c'est accepté, là. J'en ai passé probablement des heures à faire fermer tous ces comptes-là. Là où ça tombe dans le harcèlement, c'est que c'est de l'acharnement sur une seule personne et non seulement une fois de temps en temps. Oui, c'est ça, c'était de l'acharnement, là, et c'était des messages ultra-violents, et depuis tout le monde en parle, bien là, ça s'est calmé, là, mais surtout la semaine après, tout le monde en parle, j'avais beaucoup de messages d'amour, mais j'ai reçu beaucoup de messages qui me pointaient comme étant l'arroseur arrosé, t'avais un cas de fermé, ça serait pas arrivé, puis là, je pèse mes mots, là, mais il y avait des mots beaucoup plus violents que ça, là. Ben oui, j'en ai reçu. Je veux pas comparer les faits qui nous sont arrivés, mais dans la gestion de la victime et au niveau public, ben je veux dire, Catherine Fournier, elle s'est fait accuser d'avoir été complice dans ce qui est arrivé, disons, qu'elle était coupable d'avoir fait ça. Viser la victime, là, c'est toujours quelque chose qui est fait très souvent. Puis en ligne, ben, c'est encore plus facile. Derrière l'écran, c'est facile d'aller écœurer les gens. T'sais. Moi, quand je l'ai rencontré la première fois, il ne m'a pas regardé. Là. Il regardait à terre. Là. Il n'avait pas le même courage qu'il avait derrière l'écran. T'sais. Mais cette personne-là a déjà fait du harcèlement, a déjà fait de la prison pour du harcèlement, a déjà eu un plaidoyer de culpabilité pour des menaces de mort avant ça aussi. Donc, c'est une personne qui a un dossier criminel assez déjà plein. Puis... avoir su ça avant, j'aurais eu encore plus peur. T'sais. Au quotidien, il est entré dans ma vie. Je me levais le matin, je prenais mon café, je m'assoyais devant mon ordinateur pour prendre mes messages. Puis là, ben, à travers les messages de job, j'avais 1 ou 2 ou 3 messages de lui qui pouvaient être soit des images, soit juste un mot là, qui m'envoyait promener, ou souvent il y avait des photos. Puis il faisait souvent des montages photos. Donc, il prenait le temps de faire toutes ces choses-là, tu sais, de prendre ma face puis l'insérer dans un corps de quelqu'un d'autre. Ou j'en reviens pas à quel point on peut mettre autant de temps à pas aimer quelqu'un puis à s'acharner dessus, là. Je veux dire, même moi, je l'haïs pas. Je veux dire, c'est vraiment passé, tu sais, dans le sens que, puis je l'ai dit à tout le monde en parle, je le répète, mais c'est pas vrai que je vais me lever le matin, moi, en haïssant cette personne-là. J'ai déjà à vivre avec les images qui me popent dans la tête, puis ces photos-là, très violentes, très vulgaires. Je veux dire, je suis en train de faire n'importe quoi, mais boum, ça pop. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des problèmes psychologiques qui vont rester pendant un bout. Tu sais. Le stress, l'anxiété d'aller ouvrir mes courriels. À chaque matin, quand je m'assois devant mon ordinateur puis je vais envoyer mes courriels, il y a comme, même si je le sais que je peux pas vraiment en recevoir d'autres parce qu'il a été arrêté puis c'est terminé, j'ai comme encore le petit stress ou la petite anxiété que j'avais dans le temps quand ça arrivait à chaque matin ou presque chaque matin. Ça fait que j'imagine que le temps va aider, là. Tu dis te lever le matin à ouvrir tes courriels, que c'est une angoisse qui reste après toute cette histoire-là. Au discours des gens qui diraient, ben, t'as juste à pu avoir de vie virtuelle, vivre ta vie comme auparavant les gens vivaient.
est-ce que ça te donne pas le goût de couper des vies virtuelles à des places? Bien, ça en revient à dire que c'est la victime qui est responsable de son malheur. Je l'aurais laissé gagner. J'y ai pensé plusieurs fois, fermer mon compte Twitter à travers tous ces mois-là puis ces années-là au total. Là, ça fait 3 ans bientôt. Là. Pour ma liberté d'expression, je me suis fait rentrer dedans solide. T'sais. Puis je pense qu'il y a premièrement, la liberté d'expression, c'est géré au Canada, puis la limite, c'est les propos haineux. Ça fait que les propos haineux ne font pas partie de la liberté d'expression. Les menaces, je veux dire, tu as le droit de dire, puis on est chanceux, on a le droit de dire des affaires en mot, t'as dit ici. C'est que ça fait longtemps qu'il y en a qui auraient été shootés dans d'autres pays. Ouais. Donc, on est très chanceux de ça, mais n'empêche qu'il y a une limite. Puis une limite morale, puis une limite éthique. Je veux dire, ça n'a juste pas d'allure. Là. Puis, je veux dire, les débats d'idées, là, je suis pas la personne qui me cache pour en avoir envie. J'aime ça parler. Puis si on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on peut-tu juste s'en parler puis essayer d'arriver avec un argumentaire, tu sais? Je pense que si on veut se parler dans la vie, même si on peut avoir des conversations un peu plus musclées, il y a des limites à ne pas dépasser, là, tout simplement. Merci beaucoup, Seb. Ça fait plaisir pour ton partage. C'était très intéressant. Merci. C'est dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie que CTRB s'est déplacé à la Maison des jeunes, place Jeunesse Berthier, pour y découvrir un lieu de rencontre et d'inclusion pour les jeunes de 12 à 17 ans. Pour souligner la semaine de l'homophobie et la transphobie et identité du genre, nous, les jeunes, premièrement, ils ont posé des gestes symboliques et importants pour eux. Ils ont laissé leurs traces sur le mur avec leurs couleurs. La plupart ont fait des toiles et beaucoup sont venus pour l'atelier cuistot. Ils avaient décidé déjà du thème et des recettes. Donc, on a fait un souper spécial avec les couleurs. On a affiché aussi un petit peu nos couleurs, un peu plus. C'est sûr qu'on commence à avoir des confidences, puis des gens qui s'affichent dans leur identité. Dans le fond, on est allié avec le NEO, qui est un organisme qui s'occupe justement du LGBTQ+. Avec eux, il y a des formations. On suit des formations pour se garder à jour, up-to-date, comme on dirait dans notre jargon. Et puis ici, à la Maison des jeunes, ici, on a des toilettes non genrées. Donc, des toilettes, il n'y a pas de toilettes de gars, des toilettes de filles, c'est des toilettes point à la ligne. Plus ça, je parlais des formations. On a vraiment une réalité à Berthierville et à Saint-Barthélemy. On a de plus en plus de jeunes qui font partie de cette communauté-là. Donc, on est à l'écoute pour les gens. Et puis, on a une écoute active. Les gens sont beaucoup dans un processus identitaire. Ils s'en demandent un peu. Donc, on est là pour eux autres, poser des questions, répondre à leurs besoins. Quelques années, là, il y a plus de jeunes qui le nomment. Ils vont vraiment le nommer par eux autres mêmes. Ils vont arriver ici à la Maison des jeunes, ils se sentent en confiance, ils se sentent accueillis. Donc, je te dirais, là, dans la première soirée qui vient, la deuxième soirée, ils vont le nommer. Je me nomme, je sais pas, là, Jérémy, je suis un trans ou je suis lesbienne. Ils vont le nommer très, très rapidement parce qu'ils se sentent en confiance. Puis nous, écoute, ils se tiennent ensemble. Je veux dire, c'est comme un sentiment d'appartenance. Ils viennent ici, puis ils se sentent bien. On est là pour eux autres, c'est un endroit pour eux. Parce qu'on a une clientèle aussi qui est en recherche d'identité. Puis en étant membre allié, je suis à même de parler avec eux, puis sinon de les guider vers le NEO pour avoir plus d'informations, plus d'aide. En général, les jeunes maintenant s'ouvrent plus facilement sur leur identité ou leur questionnement. Donc, on est toujours là. En tout moment, on peut aller en privé puis parler. Il n'y a pas de problème pour ça. Ils se sentent à l'aise. Ils le disent eux-mêmes parce que quand ils arrivent ici, ils voient les affiches, ils voient qu'il y a un membre allié. Ils sont plus à l'aise de parler, de s'afficher dans leur identité, chose que des fois à l'école, c'est pas facile pour eux, donc, ou dans leur propre famille. Donc ici, ils sont à l'aise. Ils viennent ici justement pour ça. Si un jeune se pose des questions, qu'il n'ose pas en parler dans son entourage,
Il peut venir me voir en tout temps. Ben souvent, ils sont plus à l'aise de parler avec quelqu'un d'étranger que quelqu'un de la famille. Des fois, il y en a qui sont très à l'aise d'en parler devant tout le monde. Puis il y en a qui ne sont pas à l'aise du tout, on ne sont pas dans le bureau. En général, les jeunes ressortent du bureau ou repartent le soir. Ben souvent, ils vont demander de faire un câlin parce qu'ils se sont comme vidés le cœur. C'est des poids pour eux de garder ça. Puis ici, il n'y a pas de jugement. La Maison des Jeunes, c'est aussi une chose pourquoi les jeunes aiment venir. Il n'y a pas de jugement, il y a toujours un respect total. Et il n'y a pas de jugement sur l'identité ou tout le style, on va dire. Il y a toujours un grand respect. Donc les jeunes, ils repartent chez eux avec un poids en moins. Et bien souvent, ils vont venir s'identifier puis poser des gestes, justement, ici, mettre leurs mains avec les couleurs, des toiles, chose qu'ils ne feraient peut-être pas à l'école. Puis ça encourage parce qu'on veut se former encore plus pour être plus adéquat pour leurs questions. Et à chaque fois, quand on voit une formation, que ce soit pour l'homophobie, que ce soit pour toute autre question, on va aller chercher, on va dire, les outils pour mieux répondre à leurs questions puis les accompagner dans leur démarche. Donc, je suis bien fière de ça. Le concept de motel agricole consiste en un espace de location de terre, d'équipement et de mise en marché qui permet de répondre aux besoins des entrepreneurs agricoles. La MRC Les Basques vous convie à sa découverte le 3 juin prochain. Un reportage de Marc-André Pépin. Le 3 juin, toute la population, n'importe qui là, qui est intéressé de près ou de loin du projet, qui veut savoir un peu ce que c'est davantage, est invité à venir à une journée porte ouverte le 3 juin, dans le fond, parce que le modèle agricole a été créé depuis 2019-2020 qu'on est en train de le conceptualiser, si on pourrait dire. Puis depuis l'année dernière, là, il est vraiment en fonction. On a 3 entreprises locataires au sein du motel, donc on s'est dit ce serait vraiment le fun d'en faire la promotion. Donc d'une part, c'est pour parler du projet du motel, puis en même temps, les gens qui viennent vont pouvoir rencontrer les différentes entrepreneuses qui sont installées au motel. Parce que dans le fond, on s'est rendu compte depuis un certain temps que les gens savent que le motel existe, mais ne savent pas exactement ce que c'est. Il y a des gens qui croient qu'il faut en faire une vocation d'agriculture, puis soit un travail à temps plein, puis un seul revenu, alors que c'est des genres de trucs comme ça qu'on essaie de démentir. Les gens qui veulent juste avoir un revenu d'appoint, un projet de retraite, peuvent très bien venir s'installer sur les terres du motel agricole. Puis aussi, c'est pas un incubateur, il faut pas tout mélanger. Dans le fond, les gens, nous, on peut signer des baux à court, moyen, long terme, tout dépendant des besoins des personnes. Donc, on a entre autres les Champs-Élysées, par exemple, qui ont un contrat de 20 ans. Donc, si quelqu'un veut s'installer pour, entre autres, du fruitier, disons, parce qu'on va pas s'acheter une terre puis planter des pommiers si on est pour être là seulement 5 ans, nous, on offre la chance aux différents locataires de pouvoir s'installer sur plusieurs années, dans le fond. Peut-être que vous vous demandez d'où vient le concept de motel agricole. Eh bien, M. Lucier nous en parle. Ça découle un peu du motel industriel des Basques qu'on a ici, là, le motel éclaté qu'on appelle. Il y en a un à Saint-Clément, il y en a un à Notre-Dame-des-Neiges. Dans le fond, c'est que la MRC reprend un bâtiment ou en bâtit un, peu importe, qu'elle offre ensuite en location à des entreprises en démarrage. Donc, ça fait que tout le capital d'investissement est assumé par la MRC, puis un loyer qui est versé par les locataires. Puis à long terme, éventuellement, les locataires, normalement, rachètent le bâtiment après 3 à 6 ans d'opération, puis la MRC ensuite peut en faire d'autres. Fait que c'est un peu inspiré de ça, mais à la différence que en ce moment, là, c'est une terre agricole, dans le fond, qui est achetée par la MRC, qu'on loue avec différentes parcelles. Dans le fond, ça décolle à 1 acre, puis ensuite, si quelqu'un veut 6 acres, 10 acres, 20 acres, tout dépendant des projets, tout est possible. Dans le fond, on essaie vraiment de faire le plus possible pour accommoder les plus petits, les plus grands, puis ceux qui ont plus envie de se lancer sur le court, moyen ou long terme, là. Je me suis interrogé sur les avantages à être locataire au motel agricole de la MRC Les Basques. Eh bien, voici la réponse de M. Lucier. Comme je le disais, en fait, déjà, c'est que le capital d'investissement, plutôt que l'acheter sur un fonds de terre, puis en plus, on sait que, on le voit dans tous les médias actuellement, là, les terres agricoles au Québec sont en train d'exploser en flèche au niveau des prix, sans compter les taux d'intérêt qui ont aussi triplé, donc ça commence à faire une charge financière assez importante. Donc, le fait de venir en location à des prix assez faibles, ça permet de pouvoir mettre plus son investissement dans de l'équipement ou dans de la publicité ou autre chose que seulement dans le fonds de terre.
En plus de ça, nous, ça donne accès à des bâtiments, on a accès à l'eau, on a accès à de la machinerie agricole aussi qu'on loue sur les lieux, donc un tracteur avec différentes machineries agricoles qui peut aller derrière. Puis aussi, ça a l'air de rien, mais en étant installé sur le motel agricole aussi, au niveau de l'isolement, on parle beaucoup de la détresse psychologique chez les agriculteurs et agricultrices de nos jours, qui est souvent liée à de l'isolement. Les gens sont tout seuls sur leur terre, sont démunis. Là, il y a comme un petit réseau qui se crée autour. Comme là, en ce moment, il y a 3 locataires, c'est le fun. On peut prendre notre heure de break ensemble. Les gens peuvent communiquer sur leurs différentes réalités, même se donner un coup de main à l'occasion, parce qu'on n'a pas tous des besoins au même moment. Fait que quelqu'un peut aussi bien dire « Hey, vendredi matin, veux-tu venir m'aider à ramasser des roches? Puis lundi prochain, j'irai t'aider à installer tes bâches, par exemple, des trucs comme ça. » Donc, c'est entre autres des avantages notables. Puis ça crée un réseau de contacts aussi. Puis moi, je suis là aussi en tant que conseiller en développement agroalimentaire. On est accompagné d'artères. On connaît tous certains moyens financiers que les gens peuvent aller chercher. On a une bonne équipe aussi au MAPAC régional dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, je pense que ça permet de vraiment être entouré puis de ne pas se sentir seul, en plus de l'avantage financier de ne pas avoir à investir, payer une terre et tout. Le concept du motel agricole est une idée très intéressante. Peut-être que vous vous questionnez sur l'emplacement de celui-ci. C'est dans Notre-Dame-des-Neiges, en fait, dans le 2e rang est, au 90. Puis en plus, c'est super facile à voir maintenant. Il y a des affiches, puis il y a même les panneaux signalétiques 911. Donc, chaque adresse dans le rang est bien indiquée. Donc, au 90, 2e rang est, à Notre-Dame-des-Neiges. Vous voulez plus d'informations sur le motel agricole de la MRC Les Basques? Eh bien, c'est un rendez-vous le 3 juin. C'est de 14h à 19h. On a divisé ça en deux. De 14h à 17h, en fait, les gens vont pouvoir venir. Il va y avoir un kiosque d'accueil pour les gens qui veulent l'information plus sur le motel agricole. Ensuite, on va se promener il va y avoir des gens qui vont pouvoir se promener sur le terrain pour voir aussi le motel agricole, qu'est-ce qu'on a à offrir. Et sur chaque parcelle des locataires, les locatrices, elles vont être sur les lieux, pouvoir parler de leur entreprise, puis faire visiter aux différentes personnes, puis aussi pouvoir témoigner sur leur réalité d'habiter au motel, puis les avantages qu'ils en ont trouvé. Puis ensuite, ça fait que ça, c'est de 14h à 17h. Puis à partir de 17h, en fait, on va avoir un petit apéro festif là, avec un DJ sur place. Il va y avoir le jeu casse-croûte pour les enfants, qui est un jeu un peu serpent à échelle avec des questions agricoles qui sera animé sur place. Puis il y aura de la nourriture et des boissons alcoolisées ou pas. On aura alors le chant du fleuve kombucha qui sera là. On aura le caveau et on aura l'estran cidrerie et à table avec leur cidre Picot qui sera sur place pour faire goûter les délicieux produits des Basques. Donc, l'invitation est lancée. Toutefois, prenez note que si vous voulez consommer sur place, il n'y aura pas de machine Interact, donc apportez du liquide sur vous. Et il y aura bien entendu une accessibilité aux toilettes pour ceux qui en ressentiront le besoin. Donc, notez à vos agendas le 3 juin prochain, en après-midi, au motel agricole de la MRC Les Basques. Marie-Ève Lamonde de CMA TV est allée rencontrer Nancy Ouellette des Serres du Canton pour avoir quelques trucs et astuces d'horticulture et de jardinage. On a beaucoup parlé de température cette semaine. On a parlé de gel au sol pendant la nuit. Semble-t-il que ce serait terminé. Et on parle de beau temps parce qu'on a eu du temps vraiment agréable. Je me suis dit que moi, j'ai vraiment hâte de mettre mes fleurs à l'extérieur, d'en mettre un peu partout. Donc, quoi de mieux que de se rendre aux Serres du Canton pour en parler. J'ai avec moi Nancy Ouellette. Elle est copropriétaire des Serres du Canton et elle va nous donner des petits trucs parce que, ben oui, bonjour Nancy tout d'abord. Justement, comme je disais, il y a gelé cette semaine. On a dit qu'il gèlerait plus. Est-ce que tu crois ça? À Montmagny, je me garde toujours une petite réserve là, jusqu'à la fin de mai. On conseille tout le temps les gens d'attendre encore quelques semaines, même si tout semble parti, que l'été est parti. Il fait 30 degrés, on part la piscine. Jusqu'à la fin de mai, début juin, on est toujours vigilant, puis on conseille vraiment d'attendre, même si bien tentant, mais on n'empêche pas les gens d'acheter parce que c'est trop, les gens ils ont trop hâte, sont trop contents de voir des fleurs et de la vie. Bon, tu peux peut-être nous donner des trucs présentement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre terrain? Il me semble que ça fait pas longtemps, la neige était là. Il y a du travail à faire, c'est certain. Oui, bien, tout ce qui est ceux qui ont des aménagements paysagers avec des arbustes, des vivaces et tout ça, bien souvent, là, on voit que ça commence à émerger, à sortir de terre. Bien là, c'est le temps de bien nettoyer. Ceux qui ont du paillis humide, la fertilisation, c'est le bon moment parce que là, les plantes commencent leur croissance.
On peut commencer à acheter nos semences, notre terre. Si on a des endroits qui manquent de terre, on peut aller mettre ça aussi. Préparer un peu notre potager. Il y a des gens, des fois, qui mettent des toiles. Là, on peut enlever ces toiles-là. On peut commencer à brasser notre jardin. Si on a des analyses de sol à faire aussi, quand on vient d'acheter une nouvelle propriété ou que ça fait plusieurs années, « j'ai moins de rendement dans mon jardin », bien, ça peut être le bon temps là, de faire une analyse de sol pour mettre les bons fertilisants et amendements. Et pour ceux et celles qui ne sont pas capables de se retenir et qui viennent acheter leurs fleurs, ce serait quoi le conseil pour bien les préserver d'ici au moment où on va les planter, justement? Dans notre jargon, avec la clientèle, c'est souvent le rente-sort. Les gens, je vais mettre ça dans mon cabanon, j'ai un petit garage qui a de la lumière, j'ai un solarium, Fait que c'est souvent ça. Les gens, est-ce que je peux le faire tout de suite? Je vais faire ma potée tout de suite. Si annonce un gel, je vais la protéger. Les gens, je pense qu'ils ont un peu l'habitude aussi de le faire. Il y a un petit réflexe qui se développe tranquillement. Il y a toujours des gens qui se font prendre à chaque année. C'est dommage, mais c'est ça. Souvent, ils vont je vais les mettre près de la galerie, en dessous de la galerie. Oui, c'est ça. Donc, c'est des trucs. J'ai déjà vu aussi les couvertures. Aussi, oui. Quand c'est des gels très légers au sol, là, oui, on voit ça souvent, un petit polythène. J'ai une petite serre chauffée. L'important, c'est que le gel ne tombe pas sur le feuillage, parce que des fois, c'est des petits gels très légers, mais qui peuvent endommager beaucoup les feuilles. Donc, si j'ai choisi mes fleurs, à quel moment tu penses qu'on va être bon pour les planter cette année dans la région? Je ne suis pas une météorologue, mais par expérience, depuis de nombreuses années, c'est souvent fin mai, début juin que pour Montmagny, ça commence à être un bon temps. En altitude, à partir du Rosaire, comme je mentionnais, Saint-Paul, Saint-Fabien, c'est souvent des fois le 10 de juin, le 15 juin, des fois jusqu'à un peu la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on a déjà vu des gels jusqu'au 19-20 juin. Il faut vraiment être patient quand même. Oui. Les gens, ils ont très hâte, mais s'ils prennent ces précautions-là, souvent, ils sont très gagnants. Un peu plus tard d'attendre que la terre se réchauffe, parce que des fois, la terre est encore un peu froide, plus en profondeur. Fait que des fois, c'est avantageux, entre autres, pour les courges, les concombres, les tomates, d'attendre que la terre soit bien réchauffée. Pour les serres du canton ici, vous avez déjà beaucoup de fleurs sur place, beaucoup de plants également, légumes, fines herbes et tout. Est-ce qu'il y a encore des arrivages qui sont prévus? Nous, c'est dans le petit fruit, étant donné qu'on ne produit pas nos arbustes fruitiers, framboisiers, camérisiers, tout ça, c'est le genre d'arrivage qu'on reçoit. On vend encore un peu de vivaces, on s'approvisionne localement, mais ça vient tout juste d'arriver. On est encore dans l'étiquetage, mais pour le reste, tout est produit sur place et disponible pour la clientèle. Possibilité de réserver aussi, on offre le service de réserver les grosses potées, les grosses jardinières, les gros plants de tomates patio que les gens aiment tant. On peut réserver ce genre de... Ça, c'est plus des montages sur mesure, mais on en a fait pour la clientèle qu'on va mettre à la serre bientôt. Il y a un effet de mode aussi au niveau des fleurs. À chaque année, il y a peut-être une couleur différente ou un type de fleur qui est mis davantage de l'avant. Cette année, ça va être quoi? J'ai pas de tendance au niveau de la couleur. Il y a toujours les couleurs Pantone là, qui sortent à chaque année. Nous, on regarde plus ou moins ça, mais on va le voir des fois une tendance au niveau des pots qui vont sortir ou de la décoration. Mais vu qu'on n'en vend pas beaucoup ici, on en tient plus ou moins compte. Mais les plantes exotiques en général, là, les cannas, les pénécétums, les alocasias, la famille comme ça, les palmiers, on n'en vend pas, mais c'est assez souvent gagnant parce que les gens ils ont des piscines, ils veulent que ça fasse été. Est-ce qu'on peut les rentrer, ces plantes-là, après? Est-ce qu'on peut les garder? Ça dépend des variétés, mais il y en a plusieurs qui sont rentrées à l'intérieur. Les gens souvent sont attachés, ils ont payé, des fois quand même un certain montant, fait qu'ils veulent les garder. Ceux qui ont l'expérience, souvent vont le faire spontanément. Ils vont agrandir le pot, vont faire les petits traitements nécessaires pour ne pas rentrer d'insectes, parce que souvent, ils ont déjà une collection de végétaux à la maison. Vous avez parlé des semences tout à l'heure. Moi, quand j'entends semences, j'entends fruits et légumes. Oui. Donc, au niveau des légumes, c'est quoi les variétés vraiment là, qui sont les davantage courues? La tomate. La tomate. Les Québécois en général, ici, on a une serre réservée à la tomate. On a à peu près 50 variétés de tomates. Les gens adorent les tomates cerises, les tomates bonbons, les tomates... Beaucoup la tomate rouge. La tomate rose est moins connue, mais on a quand même une clientèle pour ça. La tomate jaune, la tomate orange. C'est le légume fétiche, tant qu'à moi, et le basilic, c'est la fine herbe. Ça va ensemble. Ils vont bien ensemble en plus, c'est un bon mariage, mais c'est comme c'est la vedette dans les fines herbes d'année en année. Là. Il n'y en a pas une qui la dépasse. Pour la tomate, est-ce que c'est parce que c'est simple? Pas nécessairement. Non, c'est parce que les gens font... Il y en a qui font des conserves, il y en a qui c'est pour leurs petits-enfants, les tomates cerises. C'est comme une tradition. Parce qu'on a une clientèle, des fois, qui est un peu vieillissante, mais qui vont être en appartement ou en petit... Mais le dernier légume qu'ils vont cultiver chez eux, c'est le plant de tomate. Jusqu'à la toute fin, ils vont s'acheter un plant de légumes, puis ça va être la tomate.
On peut le mettre dans le jardin, mais on peut le garder sur le patio aussi. Oui, avec un pot suffisamment grand, avec une bonne fertilisation puis un bon tuteur, sans problème. Là. Les gens qui sont habitués le font très régulièrement. Nancy Ouellette, merci beaucoup de nous avoir donné accès aux serres du canton, de nous avoir permis de se promener parce que c'est un plaisir. Ça sent le printemps et le début de l'été. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On remercie les 20 télécommunautaires participantes qui ont rendu cette émission possible et on vous dit à la semaine prochaine.